T'es-tu déjà senti si seul au milieu de la foule que le silence de ta propre solitude te semblait plus assourdissant que le bruit du monde? Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'une rencontre improbable, celle d'un homme qui avait tout et d'une femme qui n'avait rien. Bonjour à toi, âme en quête d'histoire qui redonne foi en l'humanité. Bon retour sur notre chaîne, âme en quête d'histoire qui redonne foi en l'humanité. Mais comme le savent les anciens, les apparences sont parfois le plus grand des mensonges. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que la vraie richesse se mesure en battements de cœur et non en billets de banque, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une étoile dans notre ciel. Merci. Pour Amaka, ce sentiment n'était pas une pensée passagère. C'était l'air qu'elle respirait. Dans une petite ville poussiéreuse, à la lisière de la grande métropole, la vie d'Amaka se résumait à deux choses, son travail dans une petite laverie nommée Le Tambour Propre, et la natte usée sur laquelle elle dormait, cachée tout au fond de la boutique, entre une pile de draps propres et le mur froid. Pas de famille. Pas de maison. Pas de plan B. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, elle avait été ballottée de foyer en famille d'accueil indifférente, jusqu'à ce qu'à sa majorité, le monde lui dise simplement « Maintenant, débrouille-toi ». Et elle s'était débrouillée. Madame Hadja, la vieille propriétaire de la laverie, une femme au cœur aussi grand que son franc-parler, l'avait prise sous son aile. En échange d'un travail acharné, elle lui offrait un salaire de misère et, plus précieusement, le droit de dormir sur le sol de son commerce. Pour Amaka, ce sol en béton était le seul foyer qu'elle ait jamais connu. Sa vie était un cycle de chaleur et de froid. La chaleur humide des machines à laver, la vapeur réconfortante des fers à repasser, et le froid de la solitude une fois que Madame Hadja fermait la porte à clé le soir, la laissant seule avec le ronronnement des machines qui se refroidissaient. Elle n'était pas malheureuse. Elle était juste, en attente. Elle ne possédait qu'un seul trésor. Un petit médaillon en argent, terni par le temps, qu'elle portait autour de son cou, caché sous ses vêtements modestes. C'était la seule chose qui lui restait de sa mère. Un portrait minuscule, à peine visible, de sa mère souriante à l'intérieur, et une petite fleur gravée à l'extérieur. C'était son encre. Quand la solitude devenait trop lourde, elle serrait le médaillon dans sa main et se souvenait d'une chaleur, d'une odeur, d'un murmure. C'était sa seule richesse. Elle ne se contentait pas de laver des vêtements. Elle les lisait. Elle imaginait la vie des gens à qui ils appartenaient. Cette robe en soie devait aller à un mariage. Ce petit pyjama de bébé sentait encore le lait. Ce costume d'homme d'affaires, si cher, si impeccable, devait appartenir à un homme important, un de ces hommes qui vivent dans un autre univers, un univers de verre et d'acier, si loin de sa laverie de briques et de vapeur. L'histoire, notre histoire, a commencé un mardi après-midi, quand un de ces univers est entré en collision avec le sien. Une voiture noire, si longue et si silencieuse qu'elle semblait glisser sur l'asphalte, s'est arrêtée devant Le Tambour Propre. Le chauffeur, un homme en uniforme, est entré, tenant un costume de luxe sous une housse de protection. Bonjour. J'ai besoin que ce costume soit nettoyé et repassé en urgence. Mon patron en a besoin pour ce soir, 19h. C'est possible? Amaka a regardé le costume. C'était une pièce magnifique. Elle a hoché la tête. Oui, bien sûr. Le chauffeur a laissé le costume et un billet, puis il est parti. Amaka a traité ce vêtement comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Elle a passé 2 heures à enlever une minuscule tache de vin, à le repasser avec une précision d'orfèvre. À 18h30, le costume était suspendu, parfait, exhalant une odeur de propre et de lavande. Mais à 19h, le chauffeur n'était pas revenu. À 19h30, toujours personne. Amaka commençait à s'inquiéter. Et puis, à 19h45, la voiture noire est revenue. Mais cette fois, ce n'est pas le chauffeur qui est entré. C'est l'homme du costume lui-même. Il était grand, puissant, et il irradiait une aura d'impatience et d'autorité. Il portait un simple polo, mais on sentait que c'était un homme habitué à donner des ordres, pas à attendre. Mon costume. Il est prêt? A-t-il demandé. Sa voix était grave, son regard balayant la modeste boutique avec une indifférence polie. Oui, monsieur.
Le voici. Amaka a décroché le costume. Il l'a pris, l'a à peine inspecté, et a sorti un portefeuille. C'est là que l'homme a changé. Il n'était plus seulement un client. Il est devenu une personne. Le portefeuille était rempli de cartes de crédit, mais vide de liquide. Il a froncé les sourcils. Je n'ai pas d'espèces, vous prenez la carte? Amaka a secoué la tête. Non, monsieur, désolé, notre vieille machine. Il a soupiré, exaspéré. Pas par elle. Par la situation. Par le contretemps. Mon chauffeur aurait dû s'en occuper. Écoutez, gardez le costume. Je reviendrai payer demain. Donnez-moi juste votre nom. Amaka, a-t-elle dit doucement. Et combien je vous dois? 20 €, monsieur. Il l'a regardé. Vraiment regardé, pour la première fois. Il a vu la fatigue dans ses yeux, mais aussi une dignité, un calme qui l'ont déconcerté. Il s'attendait à de la servilité, ou à de la méfiance. Il n'a trouvé que de la sérénité. Très bien, Amaka. À demain. Il est parti. Le lendemain, il est revenu. Il lui a donné un billet de 100 €. Gardez la monnaie, a-t-il dit. Je ne peux pas, monsieur, c'est trop. Considérez ça comme un dédommagement pour mon impolitesse d'hier. Vous n'avez pas été impoli, monsieur, vous étiez pressé. Il a été surpris par sa réponse. Il s'attendait à ce qu'elle accepte l'argent avec gratitude. Au lieu de ça, elle lui rendait sa dignité. Il s'est attardé. Il s'est présenté. Kenna. Il lui a posé des questions sur la laverie, sur son travail. Elle a répondu simplement, sans se plaindre, sans chercher la pitié. Il est resté 10 minutes. En partant, il s'est senti étrange. Plus léger. Il est revenu la semaine suivante. Avec une autre chemise. Puis une autre. C'était devenu un rituel. Il n'envoyait plus son chauffeur. Il venait lui-même. Chaque visite était un peu plus longue. Il ne parlait pas de lui, de sa vie de milliardaire à la tête d'un empire technologique hérité de son père. Non. Il la faisait parler d'elle. De ses rêves. Si tu pouvais faire n'importe quoi, Amaka, que ferais-tu? Je crois que j'aimerais créer un endroit pour les enfants comme moi. Un endroit qui ne serait pas un foyer, mais une maison. Avec un jardin. Il a découvert une âme d'une pureté et d'une force qu'il n'avait jamais rencontrée. Il vivait dans un monde de faux semblants, de flatteries, de gens qui voulaient toujours quelque chose de lui. Amaka, elle, ne voulait rien. Elle était juste, elle. Une petite lumière vacillante dans un monde d'ombre. Et il est tombé fou amoureux de cette lumière. Un jour, il lui a dit, « Amaka, j'aimerais vous inviter à dîner. » Elle a paniqué. « Moi ? Mais, regardez-moi. Je n'ai rien à me mettre. Je ne saurais pas comment me comporter dans vos restaurants. Alors, ne dînons pas dans mes restaurants, a-t-il dit. Dînons dans le tien. » Ce soir-là, il a apporté des pizzas et ils ont mangé assis par terre, au milieu de la laverie, entre les machines silencieuses. Et ce fut le plus beau dîner de sa vie. Leur amour a fleuri en secret, comme une fleur rare dans un terrain vague. Il lui a offert un appartement, des vêtements. Elle a refusé. Je ne veux pas de tes cadeaux, Kenna, je veux ton temps. Alors, il lui a donné son temps. Des soirées passées à parler, des week-ends où il l'emmenait voir la mer pour la première fois. Il a découvert une femme d'une intelligence vive, curieuse de tout. Elle dévorait les livres qu'il lui apportait. Elle apprenait à une vitesse folle. Elle n'était pas une pauvre fille. Elle était une reine qui ignorait son royaume. Mais un amour comme le leur ne pouvait pas rester secret éternellement. Surtout quand le monde de Kenna était sur le point de l'engloutir. Kenna avait une mère, Béatrice. Une femme du monde, pour qui le nom, le statut et l'argent étaient les 3 piliers de l'univers. Elle ne s'était jamais vraiment remise de la mort de son mari, un homme qu'elle avait plus admiré qu'aimé. Et elle avait une fiancée pour son fils. Une fiancée choisie, arrangée.
Isabella. La fille d'un de ses partenaires d'affaires. Une femme aussi belle que glaciale, dont l'amour pour Kenna était une clause dans un contrat commercial. Kenna repoussait le mariage depuis des mois. Mais sa mère devenait insistante. Il a su qu'il ne pouvait plus se cacher. Il devait leur présenter Amaka. Il devait leur imposer son amour. La confrontation a eu lieu lors du plus grand événement mondain de l'année, le gala de charité de la fondation de sa mère. Kenna a tout préparé. Il a fait venir le plus grand couturier pour créer une robe pour Amaka. Une robe simple, d'un bleu nuit profond, qui mettait en valeur sa beauté naturelle sans la déguiser. Il lui a appris les rudiments de l'étiquette. « Sois juste toi-même, mon amour », lui a-t-il dit. « C'est tout ce que je te demande. » Quand ils sont entrés dans la salle de bal de l'hôtel de luxe, un silence est tombé. Tous les regards se sont tournés vers eux. Pas vers Kenna, le milliardaire que tout le monde connaissait. Mais vers la femme à son bras. Une inconnue. Une beauté simple, presque irréelle, qui détonnait au milieu des parures de diamants et des sourires prédateurs. Béatrice, la mère de Kenna, s'est approchée, le visage fermé comme une porte de prison. Isabella, la fiancée bafouée, la suivait, ses yeux lançant des éclairs de haine. « Kenna, peux-tu nous expliquer ?» a sifflé Béatrice. « Qui est cette personne ?»« Mère, Isabella. Je vous présente Amaka. La femme que j'aime. Et la femme que je vais épouser. » La déclaration de guerre était lancée. Isabella a ri. Un rire cruel. La femme que tu aimes? Kenna, ressaisis-toi. Sais-tu seulement d'où elle vient? Elle s'est approchée d'Amaka, la toisant de la tête aux pieds. Laisse-moi deviner, une petite actrice? Une mannequin en herbe? Puis, son regard s'est posé sur le cou d'Amaka. Sur le petit médaillon en argent, le seul bijou qu'elle portait, le seul qu'elle n'avait jamais voulu enlever. Oh, c'est charmant, a-t-elle dit avec un faux air attendri. Un bijou de famille? Laisse-moi voir ça de plus près. Et avant qu'Amaka n'ait pu réagir, Isabella, d'un geste sec, a arraché le médaillon de son cou. La fine chaîne a cédé. Isabella, a hurlé Kenna, furieux. Mais il était trop tard. Le médaillon est tombé sur le sol en marbre. L'enfermoir, fragile, s'est brisé sous le choc. Et il s'est ouvert. Un silence de mort s'est abattu sur le petit groupe. Amaka s'est penchée pour ramasser son trésor brisé. Ses mains tremblaient. Béatrice, la mère de Kenna, a jeté un regard dédaigneux vers le bijou ouvert par terre. Et son visage a changé. Le masque de glace s'est fissuré. Elle est devenue blême. Ce médaillon, a-t-elle murmuré, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Montrez-le-moi. Kenna, intriguée, a ramassé les deux parties du médaillon. D'un côté, il y avait le minuscule portrait de la mère d'Amaka. De l'autre, la petite fleur gravée. Il l'a tendue à sa mère. Béatrice l'a pris. Ses mains, habituellement si assurées, tremblaient. Ce n'est pas possible, a-t-elle répété. C'est celui que mon mari, que ton père. Elle a regardé Amaka. Mais elle ne voyait plus une inconnue. Elle voyait un fantôme. Qui était votre mère? A-t-elle demandé, sa voix brisée. Je ne sais pas son nom de famille, a répondu Amaka, déconcertée. On l'appelait juste Adana. À ce nom, Béatrice a lâché le médaillon, qui est tombé une seconde fois. Adana. Sa gouvernante. Son amie. La femme qui avait élevé Kenna pendant ses premières années, quand elle-même était trop occupée par sa vie mondaine pour être une mère. Adana, une jeune femme douce et cultivée, venue d'un village lointain. Elle avait disparu du jour au lendemain, il y a 20 ans. Béatrice avait toujours cru qu'elle était partie pour se marier. Mon mari, a balbutié Béatrice en regardant son fils. Il l'adorait. Il la considérait comme un membre de la famille. Le jour de la naissance de sa propre fille, Amaka, il lui a offert ce médaillon. Il l'avait fait faire spécialement pour elle. Il disait que c'était pour la remercier d'avoir été une mère pour toi quand je n'en étais pas une.
Le silence est celui d'une révélation qui change le passé, le présent et le futur. Je fais une pause ici. Au moment où les masques tombent. L'orpheline de la rue n'est pas une inconnue. Elle est une part de l'histoire la plus intime de cette famille. Imagine le choc. La honte. Que ferais-tu à la place de Béatrice? T'enfoncerais-tu dans le déni, ou accepterais-tu cette vérité qui vient de frapper à la porte de ton cœur? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Car le plus grand secret n'avait pas encore été révélé. Reprenons. Kenna était abasourdi. Il regardait Amaka, puis sa mère. L'amour qu'il ressentait pour elle n'était donc pas un hasard. C'était un écho. L'écho de l'amour que son père, l'homme qu'il vénérait, avait porté à cette femme. L'écho de l'affection qu'il avait lui-même reçue, enfant, de cette gouvernante au sourire si doux, dont il ne gardait qu'un souvenir brumeux. Mais ce n'est pas tout. En ramassant le médaillon, Amaka a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. La chute avait délogé le minuscule portrait de sa mère. Et derrière, plié en 4, il y avait un bout de papier. Un papier jauni, fin comme une feuille de cigarette. Avec des doigts tremblants, elle l'a déplié. Ce n'était pas un mot d'amour. C'était un document. Une note, écrite de la main du père de Kenna, et signée. À qui de droit, lisait-elle à voix basse. Adana a été plus qu'une employée. Elle a été le cœur de cette maison. Si un jour, elle ou sa descendance se retrouvait dans le besoin, je stipule ici, en tant que ma dernière volonté informelle mais sacrée, qu'une part de ma fortune personnelle, mise en fiducie à cet effet, lui soit reversée. La somme est de. La somme était astronomique. C'était une fortune. Le père de Kenna, homme sage, avait deviné que sa femme, obsédée par le statut, ne ferait jamais le nécessaire. Il avait confié à Adana non pas un bijou, mais une assurance vie. Une promesse. Isabella a compris. Elle a compris qu'elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. En voulant humilier une pauvresse, elle venait de révéler au monde une héritière. Elle a tourné les talons et a disparu dans la foule, son humiliation bien plus grande que celle qu'elle avait voulu infliger. Béatrice, elle, pleurait. Des larmes de regret, de honte. Elle a regardé Amaka. « Pardonnez-moi » a-t-elle murmuré. « J'ai été aveugle. Mon mari avait vu juste. Vous avez la même noblesse de cœur que votre mère. Vous êtes de sa famille. Vous êtes de notre famille. » Ce soir-là, une orpheline a retrouvé une famille. Et un milliardaire a trouvé la seule richesse qui lui manquait. Amaka n'a pas voulu de l'argent pour elle. Fidèle à son rêve, elle a utilisé l'héritage de son bienfaiteur pour créer la Fondation Adana, un foyer pour les enfants des rues. Un endroit avec un jardin. Une vraie maison. Kenna et Amaka se sont mariés quelques mois plus tard. Pas un mariage fastueux. Une simple cérémonie, dans le jardin de la Fondation, entourée des rires des enfants. Béatrice était là. Elle n'était plus la reine de glace. Elle était juste une grand-mère, qui tenait la main d'un petit garçon et lui racontait des histoires sur une femme merveilleuse nommée Adana. Parfois, on cherche l'amour dans les palais et les fêtes somptueuses. Mais parfois, il nous attend, patient, dans le parfum de la lessive et le ronronnement des machines. Il suffit d'avoir le cœur assez grand pour le voir. L'histoire d'Amaka et de Kenna est un conte de fées, c'est vrai. Mais elle nous rappelle une vérité profonde, le destin tisse des liens invisibles entre les âmes. Un acte de bonté, un geste de loyauté, peuvent traverser les années et revenir vers nous de la manière la plus inattendue. La plus grande des richesses, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on a donné. Si ce récit a touché ton cœur, si tu crois que l'amour est la plus grande des forces et que la noblesse de l'âme est le seul véritable héritage, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi pour que la flamme de ces histoires continue de nous réchauffer. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin.
Et laisse un like si tu penses qu'Amaka était riche bien avant de devenir millionnaire. Merci de ton écoute si précieuse. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de regarder au-delà des apparences. Les plus grands trésors sont souvent cachés là où on les attend le moins. À très bientôt. Abonne-toi maintenant. Merci, à très bientôt.